Bonjour, nous sommes le samedi 12 juin 2021 avec une météo qui a chuté de 7 degrés puisqu'on était dans les environs de 30 degrés avec de fortes chaleurs. Ben, la température a chuté, est redevenue un petit peu normale, elle est un petit peu légèrement chargée mais avec des chaleurs je vous dis, on est à 23 degrés. Alors je vous présente un énoncé ici. La longueur d'un ressort de constante de raideur K égale 50 kg force par mètre est réduite de 10 cm. Le ressort se détend en poussant une bille de masse égale à 1 kg. La bille se déplace sur un plan horizontal, puis sur un plan incliné, faisant un angle de 30 degrés avec le plan horizontal. Calculer la distance maximale parcourue par la bille sur le plan incliné. Je répète, donc on a la longueur d'un ressort de constante. On connaît la constante de raideur du ressort. Bon, la difficulté de devoir comprimer un ressort, bon, ça dépend de la construction du ressort. Un ressort n'est pas l'autre. Pensez à des ressorts de véhicules et des ressorts de bic, enfin de stylo. Un ressort de stylo n'est pas un ressort de véhicule. Tout d'abord, déjà au niveau de la taille et au niveau de la force pour faire une variation de longueur de l'un par rapport à l'autre, c'est pas la même chose, hein. Parce qu'il y en a un qui est plus costaud que l'autre, il est au niveau de sa construction, et il y en a un qui est plus costaud que l'autre. Donc il était fabriqué justement avec une certaine, ce qu'on appelle une constante de raideur du ressort, qui est donnée en newton par mètre. Alors là, on va, si vous voulez, comprimer un ressort. Le ressort, après on va le détendre, c'est-à-dire qu'on va éliminer cette tension sur le ressort. Bon, il aura une certaine forme d'énergie qui est l'énergie potentielle du ressort. Elle va pousser la bille, et la bille, elle a une masse égale à 1 kg. La bille, bien sûr, va rouler sur un plan horizontal. Ouais, c'est comme ils le disent dans l'énoncé, la bille se déplace sur un plan horizontal. Puis à un moment donné, elle rencontre un plan incliné et elle va monter le plan incliné. Bon, on demande justement, ce plan incliné fait 30 degrés par rapport à l'horizontale. On demande à voilà, quelle distance maximale va parcourir cette bille sur le plan incliné. Donc on s'en fout de ce qui se passe sur le plan horizontal. Alors on va mettre les choses en place. En mettant les choses en place, ça donne ceci. Voilà, on a un plan incliné. Je peux le recommencer hein, sans aucun problème. Je vais recommencer tout ça. Donc on a, si vous voulez, une cloison. Il faut d'abord définir ce qu'est le système. Tout d'abord, avant toute chose, j'ai une cloison fixe en béton pour lequel je viens incorporer un anneau. Bien sûr, on a vissé au travers de la cloison et on y a placé, si vous voulez, une cheville. Une cheville est placée et on vient fixer euh, un anneau. Alors sur cet anneau on vient placer un ressort avec une constante de raideur K. Voilà le ressort. Ce ressort, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va le comprimer. Donc si je comprime le ressort, ben, on le force à avoir une énergie potentielle. Voilà, là il est comprimé. Donc c'est-à-dire que on a fait, on l'a comprimé avec une certaine distance, et c'est cette distance-là qui va faire en sorte qu'on en aura une énergie potentielle. Là c'est ce qu'on appelle le delta X. On va passer bien sûr de A, on va aller à B, et si vous voulez, B moins A fait delta X. Ou A moins B, hein, c'est une distance. C'est une distance. Alors, on va placer une bille de masse 1 kg. Ça, c'est la bille.
Bien sûr, on a un plan incliné qui est ici. Je m'excuse, un plan horizontal. Je suis en train de dessiner le système. Hein. Bon, je construis le système. Voilà. Bon, on suppose qu'il n'y a pas de frottement de roulement hein, sur la bille. Donc ça, c'est le ressort non comprimé. Et ensuite, on retrouve le ressort comprimé. Donc on lui a communiqué une certaine forme d'énergie qui est l'énergie potentielle au travers, bien sûr. On peut le faire manuellement. Hein. Vous lui donnez via votre force musculaire une énergie potentielle. Dès qu'on a une énergie potentielle, et la boule, bien sûr, vous la reconnaissez. Ça, c'est la bille. C'est une bille de 1 kg. Alors, vous connaissez aussi la constante de raideur du ressort. Qu'on appelle K. Et K vaut... Alors, c'est donné par une ancienne unité qui est... Qui, c'est pas... En fait, le K, si vous voulez regarder bien, c'est F égale K delta X. K delta X. Alors, delta X est en unité, c'est le mètre. Le K, c'est la constante de raideur du ressort. Et F, c'est en newton. Donc, le K est en newton par mètre. Bon, mais ici, ils l'ont pas donné en newton par mètre, ils l'ont donné par rapport à une ancienne unité qui ne fait pas partie du système international, qui est le kilogramme force par mètre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, le kilogramme force, bien sûr, je vous rappelle que c'est la force attribuée à 1 kg. Hein. C'est la force attribuée à une masse d'1 kg. Alors, si vous voulez le remettre en newton, il n'y a pas de problème, vous faites juste fois 9,80. Bon, on va dire 9,81. Et je dirais même plus, vous mettez 10 pour avoir plus facile. Et moi, pour avoir plus facile, dans mes calculs, je vais mettre 10. Hein. Bon, ça ne vient pas à quelques fifrelins, 9,81 à 10. Il y a pas, je ne fais pas une grossière erreur. Bon, pour aller de... Si je fais la différence entre 10 et 9,81, l'erreur n'est pas grossière parce que c'est 0,19. Voilà. Donc je vais calculer euh, avec 10. 10. Donc, je compterai que, bon, je disais que le K valait 50 kg force, ce qui fait 500 Newton par mètre. Voilà, 500 Newton par mètre. Donc, je vais mettre 500 Newton, 500 Newton par mètre. Voilà, donc, la constante de raideur du ressort a été établie en fonction des unités du système international. On n'est plus en kg force, mais en Newton. Et je vais travailler ça en Newton. Alors, sachez que la bille fait 1 kg, le système est composé d'un plan horizontal, que je vais appeler PH, et puis que la bille va parcourir un plan incliné, bien sûr par rapport à l'horizontale,
et qui a une inclinaison donnée de 30 degrés, d'après l'énoncé. Là, on a 30 degrés. Voilà. Et c'est mon plan incliné. Enfin, c'est le plan incliné. Alors, la bille qui est ici, on va comprimer le ressort. Il va avoir une certaine forme d'énergie. Et ensuite, bon, elle va venir frapper la bille. Et la bille de 1 kg, elle va se mettre en mouvement. Elle va monter le plan incliné. Et arriver à une certaine distance, bien sûr, elle va redescendre. Bien sûr, on a fait passer le ressort. Pour avoir ça, on a fait passer le ressort comprimé à l'état non comprimé. Bien sûr, elle doit venir frapper la bille. Hein. Voilà. Au départ, c'est ça, puis on a ça. Eh bien, il faut... on monte, la question est la suivante. Donc, on a la longueur d'un ressort de concentré de K égale 50 kg par force par mètre est réduite de 10 cm. Donc, on sait bien que delta X fait 10 cm. Delta X, ici, fait 10 cm. Donc, delta X fait 10 cm. Le ressort se détend en poussant une bille de masse égale à 1 kg. La bille est fait 1 kg. Elle se détend. Alors, je vous rappelle que se détendre, ben, c'est relâcher tout ce qui était tendu. Donc, on a mis une certaine tension. On met une certaine tension. Et on détend le ressort. Donc il perd sa tension et il libère son énergie potentielle. Potentielle du ressort, bien sûr. Hein. Les énergies potentielles et les énergies potentielles de hauteur, énergie potentielle électrique et énergie potentielle voilà, de ressort. Ici, c'est énergie potentielle du ressort. Bon. Donc on détend le ressort et il libère son énergie potentielle et il va communiquer cette énergie potentielle, si vous voulez, à la bille. Bon. Alors il y a un autre mot qui est distendre. Distendre, c'est augmenter les dimensions de quelque chose par la tension. Par exemple, distendre un ressort. Augmenter les dimensions de quelque chose par la tension. Par exemple, distendre un ressort. Bon, ça, ce sont des définitions. Alors, juste une petite chose, c'est que je vais faire une petite parenthèse. Eh bien, bien sûr, la loi ici doit être applicable dans une zone définie. Hein. Alors, cette zone définie, ben, il faut aller voir la loi, ce qu'on appelle la loi de Hooke. La loi de Hooke, voilà, en fonction de la contrainte et de l'allongement, hein, l'allongement en fonction de la contrainte, eh bien, on va plutôt dire ici la force. Je considère ici que j'ai une force. Alors, F égale Kx, ben, c'est dans une zone linéaire, hein, c'est-à-dire dans une zone élastique. Parce qu'après, il y a une zone plastique qui a une déformation permanente. Et puis après, on a une zone de rupture. Donc, bon, on va travailler dans la zone linéaire, hein, parce qu'on ne va pas commencer voilà, à faire en sorte de bousiller le ressort. Hein. Le ressort, on va travailler dans une zone linéaire, dans une zone où, quand vous achetez le ressort, on vous dit, écoute, il ne faut pas dépasser la zone, sinon vous allez bousiller le ressort, et ce ne sera plus de notre faute si vous bousillez votre ressort, il faudra en acheter de nouveau. Le bousiller, c'est-à-dire arriver à une zone permanente, de déformation permanente. Donc, voilà. Le pire, c'est de le casser. Mais ça, il faut y aller pour casser quand même un ressort. Bon, on ne casse pas facilement un ressort comme on en a envie. On peut le déformer, mais le casser, il faut quand même tirer très fort pour le casser. Alors, ceci étant dit, je vais vite faire une petite, voilà, un petit détour vers la loi de Hooke pour vous montrer que c'est une loi, voilà, la loi de Hooke, qui s'écrit avec KE. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, hein, je ne rentre pas dans les détails de la loi de Hooke. En physique, la loi de Hooke modélise le comportement des solides élastiques, donc dans la zone linéaire, si vous voulez, à des contraintes. Bon, ici, moi, j'ai utilisé une force. Bon, effectivement, c'est une force. Mais ici, c'est des contraintes. Bon, on peut mettre... Les contraintes, c'est sigma.
c'est sigma. On étudie ça dans la loi des résistances des matériaux. Voilà, au travers des contraintes de compression, voilà, de cisaillement, parce que même dans le cisaillement, on retrouve la loi de Hooke. Alors, je m'excuse, quand je dis contrainte, c'est compression et traction, hein. Pas tirer trop fort, si vous allez trop fort en traction, voilà. Bon, donc il y a différentes lois en résistance des matériaux, les lois de compression, traction, compression, traction, torsion, cisaillement, et tralala, tralala. Bon, enfin bref. Elle stipule que la déformation élastique est une fonction linéaire. Ça, je vous l'ai dit, on est dans la zone linéaire des contraintes. Sous la forme la plus simple, elle relie l'allongement d'un ressort, par exemple, à la force appliquée. Voilà, bon, c'est F égale KX. Donc on a bien loi linéaire, parce que, bon, delta X, c'est du premier degré, K c'est une constante fois du premier degré, ça reste Y égale à X. Voilà, donc elle passe par origine, c'est une droite qui passe par origine. Bon, pour autant qu'on est dans la zone élastique. Elle relie l'allongement d'un ressort, par exemple, hein, ils vous ont donné un exemple, c'est ce que je suis en train de voir justement, le ressort. L'allongement, c'est bien l'allongement, hein, donc je ne suis pas en compression mais en étirement d'un ressort, à la force appliquée. Voilà, donc on a une force appliquée au ressort, et on étudie l'allongement. Il va s'allonger le ressort quand on tire dessus. Cette loi de comportement a été énoncée par le physicien anglais Robert Hooke en 1676, donc ça date quand même voilà, des années-lumière, des années dites voilà, qui ont donné pas mal de découvertes scientifiques. C'est l'année des découvertes. C'est de 1500 à 1900, 2000, c'était l'année des découvertes. La loi de Hooke est en fait le terme de premier ordre d'une série de Taylor. C'est donc une approximation qui peut devenir inexacte quand la déformation est trop grande. Donc on utilise dans la zone linéaire, c'est ça que je veux dire. Au-delà d'un certain seuil, la déformation peut aussi devenir permanente. C'est la zone plastique. Ce qui invalide aussi la loi. Bien sûr, la loi n'est plus correcte, puisqu'on n'a plus F égale KX. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut étudier le F égale KX dans la zone d'élasticité. Parce qu'elle n'est plus valable en plasticité, elle n'est plus linéaire. Voilà, c'est une espèce de courbe qui n'est plus linéaire. Au-delà d'un certain seuil, la déformation peut aussi devenir permanente, ce qui invalide aussi la loi. En revanche, la loi de Hooke peut être considérée à toute fin pratique comme exacte quand les forces et les déformations sont suffisamment petites. Voilà. Quand on a des petites forces, des petites déformations, la loi elle est valable. Aussi est-elle utilisée dans de très nombreux domaines de la physique et de l'ingénierie, tels que la séismologie, la mécanique moléculaire et l'acoustique. Donc la loi de Hooke, on la retrouve dans pas mal de domaines, c'est ça que ça veut dire. Alors je vais vite parcourir ceci. Le mode de déformation le plus simple est la traction, donc tirer dessus, on tire, étirement, ou la compression selon un axe. Pour de petites déformations, la variation de longueur delta L est proportionnelle à la force de traction. Voilà, c'est F égale Kx. Voilà. F généré par le ressort. Delta L est proportionnel à F, ce qui peut s'écrire que F égale moins K delta L. Ouais, moins K, ça veut dire que bon, ça dépend le sens. Hein. Voilà, ça dépend le sens par rapport à l'axe. Ou K est la constante de raideur de la pièce. Ici, c'est une pièce en déformation. C'est pas forcément un ressort, c'est une pièce. Hein. Aussi appelée constante de rappel. Ouais, parce que quand vous tirez, il va revenir à sa position initiale. Bon, pour un corps. Hein. Et en fait, les ressorts utilisent cette loi parce que lui, on voit vraiment ce qui se passe. C'est vraiment visible. Voilà. Un corps quand vous avez tiré qui va revenir à sa position initiale, bon, c'est difficilement visible. C'est pas des grands delta L qu'on va. Si vous tirez très très fort, on pourra avoir des grands delta L, mais en ce moment, il faut des machines très puissantes pour pouvoir tirer. Mais si vous tirez, voilà, une pièce en acier, ben, avec une certaine force, on aura des petits allongements. Mais un ressort, par contre, si vous tirez, ça dépend de la constante de ressort du ressort. Ben, si voilà, vous allez tirer, vous allez voir très vite l'allongement. Hein. Voilà. Alors qu'un corps, si je prends de l'acier pour l'allonger, là, à ce moment, il faut des grosses machines. Là, vous allez voir l'allongement, même la cassure. Donc, ça constitue une éprouvette, et vous pouvez faire des essais. Voilà, des essais de toutes sortes, hein, des essais de dureté, des essais d'étirement, à l'étirement, des essais à la compression. Et il existe toutes sortes voilà, dureté Brinell, dureté Rockwell, voilà, des essais sur des éprouvettes, à l'étirement, à la compression, etc. Bon, les aciers, on les fait subir toutes sortes
voilà, de déformation pour étudier la résistance, voilà, toutes sortes de résistances, mécaniques. Et en fait, l'air soir, bon, fait partie de, bon, ben, c'est un petit peu un corps spécial, un corps, je veux dire, bon, on prend des aciers, on en fait des ressorts et on étudie, voilà, sa réponse, et la réponse, ben, sera en fait dépendante justement de la constante de raideur du ressort. Alors ici, il vous dit que le signe moins signifie que la force s'oppose donc à toute déformation et donc de sens opposé à la déformation du ressort. Mais ça, c'est bon, ça entre parenthèses. Équation du mouvement d'une particule soumise à la force de Hooke en dimension 1. L'équation différentielle est donnée par mx point point, voilà, c'est dérivée seconde. Donc c'est une équation différentielle, hein. Ce sont des différentiels ici. Mx point point égale moins kx. Voilà, où m est la masse de la particule, x la position de la particule par rapport à son point d'équilibre, c'est-à-dire le point où il n'y a pas de force qui s'exerce sur la particule, x point point, et l'accélération de la particule parce que c'est une dérivée seconde. On dérive la première fois la position, une seconde fois la position, ben, on a une accélération. Et donc, quand on résout cette solution, une équation, on retrouve x égale, c'est un mouvement qu'on appelle voilà, sinusoïdal. A cosinus oméga t plus delta, ou A sinus oméga t plus delta, où A, bien sûr, c'est l'amplitude, et delta, bien sûr, c'est la phase, oméga, c'est la pulsation, et on a, si vous voulez, une loi qui est une loi harmonique, c'est-à-dire une loi sinusoïdale. Ouais, c'est une loi harmonique. Donc, où A et delta sont des paramètres déterminés par les conditions initiales du système et représentent respectivement l'amplitude du mouvement et la phase. Ici, oméga est la fréquence angulaire et vaut racine carrée de k sur m. M est donc dicté que par les caractéristiques du système. On reconnaît l'équation caractéristique de l'oscillateur. Voilà, c'est l'oscillateur harmonique, c'est ça que je cherchais le mot. C'est l'oscillateur harmonique. Parce qu'on a un mouvement harmonique, donc c'est une oscillation. On obtient voilà, un système d'oscillateur. C'est un oscillateur mécanique. Parce que bon, il existe des oscillateurs électroniques. Et là, je ne vous dis pas, hein, les systèmes électroniques, on a pas mal de types d'oscillateurs. Bon, les oscillateurs, voilà, oscillateur à pont de Vienne, oscillateur, voilà. Les oscillateurs en électronique, c'est pas ça qui manque. Hein. Il y a chacun, il va de son propre mécanisme électronique pour créer, voilà, l'oscillation qui est un signal, voilà, parfait. C'est un signal parfait. Hein, voilà. Donc, c'est un signal parfait comme l'est une droite. Une droite, c'est parfait. Ben, une sinusoïde, c'est parfait. Et qu'est-ce qui peut créer une sinusoïde en électronique? Ben, ce sont les oscillateurs. Hein. Et les oscillateurs, parfois, on en a fameusement besoin en électronique. Mais en mécanique, si vous voulez un oscillateur, ben, en voilà un oscillateur mécanique. Voilà, c'est un petit peu... Voilà, mais on aura bien sûr une constante, hein, voilà, voilà, il existe des constantes, hein, voilà, dans les oscillateurs. Il faut étudier les oscillateurs pour voir ce que sont les caractéristiques, voilà, les caractéristiques du système. Par exemple, je pense à l'oscillateur harmonique. Bon, l'oscillateur harmonique n'est pas propre à la mécanique, hein, je vous le dis tout de suite. Mais si vous donne une équation du mouvement d'une particule soumise à la force de Hooke, là on a une force de Hooke, la force de Hooke c'est moins kx, voilà, et comment ça répond à la force de Hooke? Voilà. Eh bien, ça va répondre, le x va être tout simplement un signal sinusoïdal. C'est juste ça, mais les oscillateurs, c'est pas ça qui manque en électronique. Ici, c'est un oscillateur de type mécanique avec ses caractéristiques, telles que racine carrée de k sur m. Et dans les oscillateurs électroniques, on a aussi racine carrée de 2. Voilà, on a des racines carrées avec les pulsations et les fréquences qui vont intervenir dans les racines carrées. Et ça dépend du type d'oscillateur. Bon, ici, c'est un oscillateur harmonique. Il s'avère que voilà, ce qu'on appelle la pulsation vaut ici dans ce cas-ci racine carrée de k sur m. En électronique, la pulsation ne dépendra pas de la masse, on n'a pas de masse là-bas, mais elle dépendra voilà, d'autre chose. Bien sûr, ce sera une constante aussi, on retrouvera le 2pi. Bien sûr, si ça dépendra si on a un circuit, si on a des condensateurs, des selfs, etc. Ben, ça dépendra des selfs et des condensateurs au niveau de la pulsation. Ah. Alors, on a la contrainte du module de Young. Ah, c'est F sur S. Ça, c'est la contrainte, bien sûr. Elle est en Pascal parce que c'est F sur S. C'est une pression et s'exprime bien sûr en Pascal. C'est une force par unité de surface. Voilà.
Pas confondre la force et la contrainte. Pas confondre la force et la contrainte. Voilà, la contrainte, c'est une force par unité de surface. Voilà, et donc là, tout se recalcule. Et on divise, ici, on divise l'allongement delta L par la longueur initiale. Delta L sur L0. On a ce qu'on appelle l'allongement relatif, epsilon. C'est delta L sur L0. En fait, c'est un allongement relatif, si vous voulez. Voilà. Ben, d'ailleurs, il est marqué là. C'est un allongement. Voilà. C'est un rapport. C'est un rapport de ce qui va comment on appelle ça, s'allonger par rapport à la longueur initiale. Donc on a, si vous voulez, un allongement relatif, et delta L, c'est L moins L0 sur L0. Voilà. Et la loi de Hooke, en fonction justement de la contrainte qui est F sur S, ben, c'est E qui est le module de Young, fois justement cette variation relative d'allongement. Donc là, vous avez la loi de Hooke. Hein. Sigma est égal à E epsilon. Voilà, sigma est égal à E epsilon. Bon, on étudie ça en résistance des matériaux. Ceux qui font voilà, de la résistance des matériaux, la première des choses qu'on étudie, ben, c'est quoi? Ben, c'est le tenseur, le tenseur des contraintes. C'est, on étudie le module de Young. Ben, on étudie la traction ou la compression. C'est ce qui vient en premier quand on étudie la résistance des matériaux. Voilà. Alors, si vous avez les unités, les contraintes, sigma c'est en pascal. Bon, il y a des autres unités hein, qui sont des sous-multiples ou des multiples. Voilà, le kilopascal, le mégapascal, le gigapascal. Voilà. Le module de Young, c'est en pascal. Bon, il peut s'exprimer en mégapascal ou en gigapascal. La déformation, ben, bien sûr, c'est un nombre. Hein. C'est un nombre. Voilà, il peut s'exprimer en pourcent ou en partie par millier. En pourcent ou en partie par millier. Alors, on a la loi de Hooke généralisée, mais là, à ce moment, il faut parler des tenseurs. Voilà. Là, on a les contraintes, toutes des contraintes en fonction des variations relatives. Et là, bon, on a un tenseur. Hein. C'est un tenseur. Voilà, donc c'est un tenseur qui est une matrice. Donc on a ce qu'on appelle le tenseur des contraintes. Bien sûr, qui est la matrice des contraintes, et le tenseur des déformations, qui est la matrice des déformations, qui est la déformation relative, la variation relative d'allongement, epsilon. Alors, sigma est égal à C fois epsilon. Donc c'est la même loi que précédemment, mais avec des matrices, si vous voulez. Parce que c'est une généralité. Hein. C'est une généralité. Voilà. On a plusieurs contraintes ici. Voilà, on a le tenseur C comporte 3 exposants 4 égale 81 coefficients. Alors, 81, 1, 2. Voilà. Et donc on peut écrire ça sous forme de tenseur de matrice. Et alors il y a toutes des lois. Voilà, c'est le sigma. Pour des matériaux isotropes, il faut adapter la loi. Hein. Pour des matériaux isotropes, vous voyez que la loi n'est plus tellement la même. Là, il faut tenir compte de ce qu'on appelle un coefficient de Poisson, voilà, qui est nu. Voilà. Bon, ça, il faut étudier la résistance de matériaux pour comprendre ceci. Mais là, je vais un peu trop loin parce que je dépasse le cadre de l'exercice. Hein. Voilà. Et alors, vous voyez que vous avez des lois similaires pour le cisaillement. Là, on a le cisaillement, la contrainte pour le cisaillement, c'est G fois gamma. Ou gamma. Là, gamma n'est plus une variation relative
va dire, d'allongement, mais c'est tout simplement un angle de déformation relatif, gamma. Et alors, G, ce n'est plus le module de Young, mais c'est le module de cisaillement. Alors, il faut adapter, ou ce qu'on appelle le module de Coulomb. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Ça suffit, c'est pour vous dire que le ressort ici, je l'utilise dans une loi linéaire, de telle manière que la loi soit applicable, K fois delta x. Hein. Voilà. Si vous sortez en dehors de cette loi linéaire, mais vous êtes dans une zone de déformation. Et, voilà. Et ici, n'oubliez pas que la loi, c'est la force que je dois mettre là. Hein. C'est la force. Là, je mets delta L. Voilà. C'est une force. Parce que en résistance des matériaux, on met F sur S, c'est la contrainte. On met la contrainte. Voilà. Et là, je peux mettre delta L sur L. Là, c'est par rapport à epsilon. Voilà, j'étudie sigma par rapport à epsilon. Bon, mais ici, c'est pas le cas, c'est F par rapport à delta X. Bon, et après, si vous dépassez une zone, ben, c'est la rupture du ressort. Voilà, bon, maintenant, tout est dit. Hein. Tout est dit là-dessus. Je m'excuse d'avoir fait petite déviation. Maintenant, il ne faut pas perdre le filon. Je vais relire de toute façon l'énoncé pour ne pas perdre le filon de l'exercice. La longueur d'un ressort, enfin, oui, la longueur d'un ressort de constante de raideur K donnée, 50 kg force qui fait 500 newtons par mètre, est réduite de 10 cm. Bon. Le ressort se détend en poussant une bille, donc le ressort on le comprime, et puis on comprime de 10 cm par rapport à sa position initiale. Ben, à ce moment-là, il va effectuer une force, et cette force-là va pousser la bille qui, lui, va se mettre en mouvement, parce qu'elle n'est pas retenue, hein, il n'y a pas de frottement non plus, et en fait, elle pèse 1 kg, et la bille va se déplacer sur un plan horizontal. Puis, elle va rencontrer sur son chemin un plan incliné qui fait un angle de 30 degrés. Elle va monter cette pente, mais jusqu'à une certaine hauteur où elle va s'arrêter, puis elle va retomber. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Et on demande de calculer la distance maximum parcourue par la bille sur le plan incliné. Voilà. Alors ça, c'est la question. La bille va rouler et elle va atteindre sur le plan incliné, bien sûr, parce qu'on s'intéresse qu'au plan incliné. C'est ce qui est posé dans l'énoncé. Hein. Calculer la distance maximum parcourue par la bille sur le plan incliné. En restant, on s'en fout. Donc, ce qui veut dire que je vais calculer la distance sur le plan incliné. Donc, elle va arriver à une certaine distance. Elle ne dépassera pas cette distance, la bille. Et puis, elle va finir par redescendre. Alors, ce qu'on demande justement de calculer, ben, c'est cette fameuse distance que je vais appeler D. C'est la distance D. Alors, la distance D. C'est-à-dire, je vous rappelle, hein, on comprime le ressort. Hein, première chose, on comprime le ressort. Secondo, on détend le ressort. La bille circule, elle monte, elle s'arrête là, elle redescend. Et il faut calculer la distance par rapport, bien sûr, au plan incliné. On se demande quelle est la distance qu'elle va effectuer sur le plan incliné. Donc pour ça, je vais dès à présent, je m'excuse, pas dorénavant, placer bien sûr un repère. Alors ce repère, bien sûr, je vais le prendre judicieusement choisi pour moi faciliter les calculs. Je vais le prendre par rapport à ici, voilà. Là où commence le plan incliné. Voilà. Alors là, il y aura l'axe des X en horizontal et l'axe des Y en vertical. Et bien sûr, l'intersection des deux axes, c'est l'origine du repère. Eh bien, on va commencer le traitement. Eh bien, la première des choses, c'est on va travailler, vous aurez compris qu'on va communiquer une énergie. Cette énergie de base qui sera renfermée dans le ressort, cette énergie de base, ben, c'est elle qui va faire circuler la bille en horizontal, elle va faire monter vers le haut. Donc c'est une question d'énergie. Or, les énergies d'un ressort, vous connaissez très bien, c'est très facile à calculer. L'énergie d'un ressort n'est rien d'autre que un demi
K delta x carré. Regardez bien. D'ailleurs, c'est presque similaire à une énergie cinétique. Hein, parce qu'une énergie cinétique, c'est 1 demi m v carré. Ici, c'est l'énergie potentielle d'un ressort. Attention que je vais mettre R pour ressort, égale 1 demi K. Attention que c'est delta x carré. Alors, je vais vous le prouver. On sait bien que F égale Kx, ou plutôt K delta x, parce que ça fonctionne avec les allongements. Un allongement, c'est L moins L0, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou X moins X0. Hein. Voilà, c'est L moins L0, ou X moins X0, ou tout simplement A moins B. Puisque, en fait, ici, dans mon dessin, je vais de A à B. Voilà. Donc, je vais rechercher le travail. L'énergie, c'est le travail. Le travail pour aller de A à B, ce n'est rien d'autre que la somme, voilà, en fait, c'est la force fois le déplacement. Voilà. C'est la force fois le déplacement. Voilà. C'est une force, mais cette force, elle est dépendante de x. Hein. C'est une force variable en fonction de x, fois delta x. Bon, et si je somme toutes ces énergies, je vais les sommer toutes pour chacune des éléments delta x très petit, infinitésimal. On tend vers un infiniment petit. Voilà. Je fais la somme pour tous les infiniment petits, donc ça revient à calculer si vous voulez, l'intégrale. Hein. Donc j'aurai plus de delta x, mais j'aurai du dx. J'ai une différentielle. Alors, on va calculer f de x dx, bien sûr, pour x égale a, jusque x égale b. Ce qui veut dire qu'on aura kx, alors k delta x, ouais. Le x, c'est ma variation, donc c'est kx. En fait, j'applique juste ceci, où f est une fonction de x. C'est-à-dire que je vais écrire f égale kx. Donc c'est kx, c'est f, c'est mon f de x, fois dx à travers les intervalles pour aller de a à b. C'est une intégrale très simple, puisque il n'y a pas plus simple que ça. C'est k qui est une constante qui sort du signe intégral, intégrale de x dx, entre bien sûr les bornes a à b, et ça c'est x carré sur 2 entre les bornes a et b, et bien sûr avec la constante de ressort k. Voilà. Et ça c'est le travail, c'est l'énergie potentielle, c'est le travail pour aller de A à B, fourni pour aller de A à B. Donc on a acquis une certaine énergie potentielle qui va se libérer. Ceci, ce n'est rien d'autre qu'une énergie potentielle qui va être libérée et fournie à la bille. C'est l'énergie potentielle du ressort. Hein. Donc j'écrirai que K, bon, K il est connu, hein. Je vous ai dit c'était 500, je ne me rappelle plus, 50, on avait 50 je crois. 50 kg force fois 10, ça fait 500 newtons par mètre. 500 newtons par mètre. Je vais déjà le mettre le K parce que comme ça, bon, je ne dois pas les rechercher par après. 500 newtons. 500 newtons par mètre fois 1 demi qui provient de l'intégrale. Alors je vous rappelle que vous voyez que c'est bien 1 demi mv carré ici et 1 demi kdx carré ici. Hein. Donc ça ressemble à une énergie potentielle. Donc on a 1 demi du fait de l'intégration. Hein. L'intégration donne 1 demi, c'est comme ça. On pourrait assimiler ça normalement. Si on a une droite, puisqu'on a une droite,
si je fais l'intégrale voilà, d'une droite, ben, j'ai un triangle rectangle. Enfin, j'ai un triangle, je m'excuse, pas un triangle rectangle, j'ai un triangle, et je calcule l'air là, ben, c'est un rectangle. Donc c'est normal qu'on aura base fois hauteur sur 2. Hein. Base fois la hauteur, le tout sur 2. Donc c'est normal qu'on a un demi. Hein, et c'est vrai aussi pour l'énergie cinétique. Pourquoi on a un demi? Ben, c'est comme ça, c'est parce qu'en fait, quand on intègre du premier degré, on obtient du second degré. Et quand on obtient du premier degré, c'est parce qu'en fait, on avait une droite. Et si on avait une droite, ben, si on va d'un x0 à un x1, ben, c'est qu'on a un triangle. Hein. Ouais, vous avez une droite. Vous avez une droite. Toute droite que vous devez intégrer, c'est rechercher l'air sous la courbe. Ben, vous allez le faire, voilà, euh, de x0. Si vous commencez en 0, de x0 à x1, vous aurez toujours un triangle. Hein. Bon, ça, d'office. Hein. Donc c'est normal que si vous intégrez ça, c'est base fois hauteur sur 2. Donc on a un demi qui est, bien sûr, l'air d'un rectangle. C'est le 1 demi, il vient de là. Il n'y a pas d'autre explication à ça. Hein. Il n'y a rien à chercher. Pourquoi un demi? Ben, ça vient de là. Ça vient de ça. C'est juste ça. Bon, maintenant, le x carré, ben, c'est b moins a au carré. Alors, vous voyez que je m'en fous si c'est b moins a ou a moins b. Hein. Pourquoi? Parce que quand je vais le mettre au carré, ça va devenir positif. C'est pour ça que je ne cherche pas à comprendre lequel est le premier ou second, parce que je m'en fous complètement de ça. Voilà, que ce soit du premier au dernier, de b vers a ou de a vers b, on s'en fout. Maintenant, si vous devez mettre la force là, on ne s'en fout pas, parce que la compression va se faire dans le sens de pousser de la bille. Hein. C'est une poussée de la bille qu'on aura. La force, elle est dans le sens des axes X. Donc, la force ici, elle est positive. Hein. Voilà, parce que l'axe X, j'ai pris dans ce sens-là. Voilà. Donc, la force pour pousser la bille va aller dans ce sens-là, parce qu'il va se détendre. La force de pousser va dans ce sens-là. Là, la force, elle est positive. Elle est dans le même sens que l'axe. Voilà. Par contre, l'énergie, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, l'énergie va être toujours positive. Hein. Parce que, voilà, c'est delta x au carré. Le carré, ça donne toujours quelque chose de positif. En d'autres termes, b moins a, ce n'est rien d'autre que delta x. Donc ce sera 500 fois 1 demi fois delta x. Même mon delta x, il valait 10 cm, je crois. Hein. Voilà, il valait 10 cm. B moins, voilà, 10 cm ici. C'est l'énoncé qui le dit. Dans l'énoncé, il vous disait que bon, on avait réduit de 10 cm, 50 kg force par mètre, réduit de 10 cm, ce qui fait 10 cm, c'est 0,1 mètre. Et bien sûr, c'est delta x au carré, ce qui fait 0,1 mètre au carré. Un dixième au carré, c'est un centième. Donc on a fois un centième. 500 fois 1 sur 100, ce qui fait 5. 5 divisé par 2, 2,5 joules. Bon, c'est très peu comme énergie. Voilà l'énergie fournie par le ressort. Le ressort va fournir à la bille 2,5 joules. Donc l'énergie fournie par le ressort, c'est 2,5 joules. L'énergie potentielle du ressort égale 2,5 joules. Et là maintenant, sachant, je vais travailler avec les énergies, parce que apparemment c'est une question d'énergie qui va être en jeu ici. Donc c'est 2,5 joules. La bille reçoit 2,5 joules. Alors 2,5 joules, bien sûr, moi je vais travailler ici. Là on a l'énergie. Bon, je vais retirer l'origine parce qu'elle me gêne. Sinon, je voudrais bien écrire des choses. Donc, vous savez très bien que c'est l'origine ici. Bon, ça ne change rien. Alors, je vais mettre l'origine ici. Voilà. Oh. Alors, l'énergie mécanique au point O plus l'énergie, enfin l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, je m'excuse. L'énergie mécanique au point O, c'est l'énergie potentielle au point O plus l'énergie cinétique au point O. Eh bien, ici, je vais recalculer au point... on ne sait pas où ce qu'on est, parce que justement, il faut rechercher. Je vais l'appeler point O ici, pour l'origine, et le point 1, quand il est au-dessus. Point 1, c'est le point 1. Et là, au-dessus, ben, c'est l'énergie potentielle, c'est l'énergie mécanique en 1,
l'énergie potentielle en 1 plus l'énergie cinétique en 1. Ça résume l'énergie mécanique en 1. Donc on a l'énergie potentielle en 0, l'énergie cinétique, enfin l'énergie mécanique en 0, au point O. Je m'excuse, on a l'énergie mécanique au point O et l'énergie mécanique au point 1. Et l'énergie mécanique est constituée de l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Alors, en énergie potentielle au point O, ben, le Y0 vaut 0. Donc la hauteur, ben, ça fait 0. Donc là, ça tombe déjà. L'énergie cinétique, ben, l'énergie cinétique, c'est à demi M V l'énergie en O au carré. Ça, c'est l'énergie en O. Hein. Donc là, l'énergie, là, vaut 0. Or, cette énergie-là, elle vaut exactement 2,5 joules. Parce qu'on communique 2,5 joules, elle conserve 2,5 joules. Voilà, là, elle a 2,5 joules jusqu'ici. Voilà, elle a 2,5 joules. Donc, je sais trouver, si vous voulez, je connais la masse, 1 kg, je connais le V0, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Un demi M, ça m'arrange parce qu'ils ont mis 1 kg pour la masse, tant mieux. MV carré, V0, ça c'est en haut, c'est la vitesse en haut, est égal à 2,5 joules. Ce qui veut dire que V0 carré est égal à 2,5 fois 2, ça veut dire qu'on a 5 joules pour V0 carré. Je m'excuse, c'est 5 mètres par seconde, le tout carré. C'est des mètres carrés, seconde carré. Et si vous voulez la vitesse, en haut, ben c'est la racine carrée de 5. Et là, c'est en mètres par seconde. Voilà. Je connais la vitesse. Vous voyez que j'ai un paramètre cinématique qui est connu là. C'est un paramètre cinématique qui est connu là. La vitesse, très bien, c'est très bien. Hein. Via les énergies, j'ai un paramètre cinématique qui ressort. C'est très bien. Alors, ben, on va regarder pour le restant. Bon, on connaît déjà la vitesse en haut. Maintenant, je vais rechercher l'énergie potentielle en 1 et l'énergie cinétique en 1. Alors, l'énergie cinétique en 1, la vitesse en 1 va s'annuler. Hein. Voilà, la vitesse en 1, ça vaut 0. Pourquoi? Parce que la bille, qu'est-ce qu'elle va faire? La bille, elle va se déplacer. Elle se déplace, puis elle monte. Puis là, ça s'arrête hein, quand même. Ça s'arrête, elle ne va pas toujours monter. Elle s'arrête là, en 0, puis elle redescend. Donc ça veut dire que au point 1, il n'y a plus de vitesse. S'il n'y a plus de vitesse, parce qu'elle est à l'arrêt, hein, avant de retomber, ben, son énergie cinétique vaut 0. Donc elle n'a plus qu'une énergie potentielle. Voilà. Alors, l'énergie potentielle, c'est MGH. Oui, je pensais à vous dire un truc que j'avais à l'esprit. Avant d'entamer ceci, hein, je voulais vous montrer un truc. Rappelez-vous que dans le mouvement harmonique, on avait une histoire de la pulsation valait racine carrée de K sur M. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça dans la pulsation harmonique. Enfin, dans l'oscillateur harmonique mécanique, on avait la pulsation qui valait racine carrée de K sur M. Voilà. Eh bien, ici, avec les ressorts, on peut retrouver ce K sur M. Hein. Voilà. D'autant plus que l'oscillateur harmonique, je vous ai dit, il est fait avec un ressort. Hein. Il est fait avec un ressort. Voilà, voilà, c'était mx point, l'accélération est égale à moins kx. Il fallait résoudre voilà. Donc on avait une masse qui était une caractéristique et le k. Et on avait la pulsation qui voulait k sur m. Eh bien, ici, regardez bien que je peux obtenir ce racine carrée de k sur m. Hein. Regardez, je peux l'obtenir puisque l'énergie cinétique, c'était un demi m v au carré. Voilà, est égal à 2,5 joules
Alors 2,5 joules, je vous rappelle que c'est un demi delta x carré m. Attends, ouais, c'était ça, hein. Donc oui, parce que ça ressemble à l'énergie cinétique. Voilà. Donc on peut tirer V0 carré. V0 carré, un demi m il tombe, un demi m il tombe, c'est égal à delta x carré. Alors, delta x, c'est bien que f égale k delta x. On a f sur k égale delta x. On a f carré sur k carré. V0 égale racine carrée de delta x, c'est f carré sur k carré. Bon, et alors je pourrais aller chercher peut-être l'accélération. V0 égale m carré a carré sur k carré. Ah, ici, moi, je trouverais f0 sur a est égal à m sur k. Bon, ce qui voudrait dire que racine carrée de v0 sur a vaudrait racine carrée de k. Donc, ce qui voudrait dire que a sur v0 vaudrait... Enfin, bref, il y a moyen de faire une relation. Bon, de toute façon, si je m'éloigne un petit peu, je pourrais vous le faire dans une vidéo, mais il y aurait moyen de trouver ce racine k sur m. Je m'éloigne un petit peu de l'énoncé, mais il y aurait moyen de... C'est parce que je pensais faire une analogie et vous retrouver, voilà, ce fameux racine carré k sur m qui a moyen de retrouver par rapport au ressort ici. C'est peut-être moi qui me suis trompé. Bon, je recommence, ça fait 1 demi m v au carré est égal à 1 demi k delta L carré. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Tout à l'heure je m'étais trompé, j'étais un peu trop vite. Bon, les 1 demi tombent. Je vais avoir V0 carré égale K sur M. Voilà, le K sur M apparaît. Cette fois-ci, il apparaît. C'est parce que tout à l'heure, j'étais peut-être un peu trop vite. Delta L carré. Et maintenant, le V0 vaudra delta L racine carrée de K sur M. Voilà, le K sur M, il est là. Le K sur M apparaît ici. Hein. K sur M, voilà, je l'ai fait apparaître.
J'ai fait apparaître. Mais bon, ici, ça n'a rien à voir. C'est pas un mouvement harmonique, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour vous dire que je peux le faire apparaître. Cette constante-là, propre au système, je peux le faire apparaître, K sur M. Voilà. Là, je l'ai fait intervenir non pas avec non pas avec une pulsation, mais avec une vitesse initiale, V0. Et je dirais même plus, c'est V0 sur delta L. Voilà. C'est au travers de V0 sur delta L. V0 sur delta L, vous, racine carrée de K sur M, avec V0 sur delta L. J'ai pas un oscillateur harmonique ici, hein. Ça n'a rien à voir. C'est pas un ressort qui vibre. Là, on ne fait pas vibrer un ressort pour avoir un aller-retour constant. C'est pas ça ici. Si on comprime un ressort, on le relâche, bon, il fournit son énergie. Oui, il va vibrer un tout petit peu, mais ça, on s'en fout. Mais en tout cas, il a communiqué son énergie. C'est la bille qui m'intéresse, c'est pas le ressort. Oui, le ressort, à un moment donné, il va revenir à sa position initiale, hein. Ouais, il va vibrer de moins en moins. Voilà, il va faire un mouvement sinusoïdal amorti, si vous voulez, il va faire comme ceci. Voilà. Maintenant, un oscillateur harmonique, c'est un oscillateur entretenu. C'est-à-dire que il arrive toujours à un maximum, il arrive toujours à un minimum. Voilà. Donc, c'est plutôt comme ceci. Voilà. C'est une sinusoïde entretenue. Alors que là, on a une sinusoïde amortie. On a une sinusoïde, un signal avec une exponentielle. C'est un signal sinusoïdal avec une exponentielle. Bon, voilà. Alors, revenons à nos moutons, parce que c'est pas ça qui m'intéressait. Ça, c'était pour vous dire que j'avais entreaperçu le fameux caractéristique, la pulsation, qui était, voilà, racine carrée de K sur M. C'est simplement que je voulais faire une analogie pour vous retrouver le K sur M, qui n'est pas un oscillateur harmonique ici, hein. C'est juste, bon, il communique son énergie, la balle part, la bille, mais je m'excuse, la bille part, elle parcourt un plan horizontal, puis remonte sur un plan incliné de 30 degrés. Alors, je vous rappelle que maintenant, j'étais arrivé, on a trouvé la vitesse initiale à l'origine, et que je vais rechercher l'énergie potentielle, sachant que l'énergie cinétique en 1 est nulle, mais je vais rechercher l'énergie potentielle en 1, sachant que il y a toujours 2,5 joules. Hein. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Donc, on a M mg h, hein, est égal à 1 demi m v0 carré, mais c'était aussi l'énergie de ressort. C'est l'énergie du ressort. 1 demi kx carré. Delta x carré. Un demi k delta x carré. Voilà, alors, ceci était calculé, l'énergie du ressort, 1 demi kx carré, tout ça vaut 2,5 joules. Donc mgh1 vaut 2,5 joules, m c'est 1 kg, g je prends 10 newtons, hein. H1 c'est ce que je recherche, égale 2,5 joules. Et donc je peux trouver H1 qui est égal à 2,5 joules divisé par 10, ce qui fait une hauteur de 0,25 mètres. Bon, c'est 25 cm. Hein. 25 cm. Alors, ça, qu'est-ce que c'est que ces 25 cm? Bon, d'ailleurs, j'ai même pas eu... D'ailleurs, calcul la vitesse V0 ne m'intéresse pas, parce qu'elle n'a servi à pas grand-chose. Voilà. Elle n'a pas servi à grand-chose. Hein. Oui, on sait trouver la vitesse, mais je ne l'utilise pas ici. Bon, ici on a toute une conservation d'énergie, il n'y a pas de perte d'énergie entre-temps. Hein. Voilà. Donc ceci étant dit, c'est 25 cm, mais c'est pas la hauteur qui m'intéresse, parce que la hauteur, les 25 cm,
c'est la hauteur qu'il y a là. Hein, Y1, c'est Y1. 25 cm, c'est Y1. Or, il faut connaître la distance. Or, je connais 30 degrés et j'ai la hauteur. 25 cm sur 30 degrés, j'aurai le D. J'ai un triangle rectangle. On va faire ce calcul-là. Donc là, on a le D. 25 cm. 30 degrés. Voilà. Ce qui veut dire qu'on aura côté opposé sur l'hypoténuse, c'est sinus de 30 degrés égale 25 divisé 25 divisé par D, ce qui veut dire que D vaut 25 sur sinus de 30 degrés. Alors je vais calculer ça tout de suite. Pas pour autant que je trouve ma machine. 25 divisé par sinus de 30, ce qui fait 50, oui, parce que sinus de 30 c'est un demi, c'est bien ce que je pensais, donc 25 fois 2, ce qui fait 50 cm, il va monter sur un demi-mètre. 50 cm. Donc pour un allongement de ressort de 10 cm, on a comprimé le ressort sur 10 cm, mais la bille de 1 kg va monter de 50 cm. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'elle a acquis 2,5 joules, hein, ce qui est tout petit, mais c'est tout petit, mais ça peut faire monter sur une pente de 30 degrés sur 50 cm. Bon, c'est un demi-mètre. Hein. Un demi-mètre, c'est bien ça. Donc c'est très peu d'énergie, 2,5, mais ça vous donne, on comprime un ressort de 10 sur 10 cm, bien sûr la constante de raideur, ça dépend de la constante de raideur du ressort, parce que si je prends un autre ressort, si je prends une constante de raideur beaucoup plus forte, elle va monter beaucoup plus haut. Hein. Je peux faire un programme Excel et vous montrer qu'en fonction des différentes constantes de ressort que je vais passer, je vais mettre des compressions à 10 cm pour tous, mais l'un n'est pas l'autre. Hein. Bon, les forces qu'ils vont attribuer, ça dépend de la constante de raideur du ressort, et plus la constante de raideur du ressort est forte, et plus elle va envoyer une grosse force. Et plus elle va envoyer une grosse force, et plus il y aura une énergie conséquente. Et plus il y a une énergie conséquente, sur la pente de 30 degrés, la distance sera d'autant plus conséquente. Hein. Ça, c'est normal, ça va dépendre de la constante de raideur du ressort. Hein. Ça, vous aurez compris ça. Vous aurez compris que si je prends un ressort n'est pas l'autre. Hein. Vous pouvez d'ailleurs refaire le calcul avec un autre constante de raideur du ressort et voir que c'est... Voilà, vous mettez une constante de raideur beaucoup plus grande. Dans l'énoncé, voilà, vous mettez 100 kg de force par mètre. Voilà, et vous refaites les calculs. Hein. Voilà, vous dédoublez tout sera dédoublé. Hein. Enfin, il faut faire attention parce qu'il y a quand même du kx carré, k delta x carré, il faudra faire attention à ça. Voilà, l'énergie sera de combien si on met un ressort de constante de raideur du ressort, si elle fait 100, 100 c'est 1000 newtons. 1000 newtons divisé par 2 fois toujours 10 cm, 10 cm au carré, ça fait un centième. Un centième, bon, quand on avait 500 divisé, 500 divisé par 100, ça fait 5, 5 divisé par 2, 2,5. Voilà. Maintenant on a 1000. 1000 divisé par 100, ça fait 10. 10 divisé par 2, ça fait 5. Alors, on a 5. Donc ouais, c'est le double. C'est le double. Ouais, parce que le 10 au carré, ce qui est au carré, c'est voilà, la compression, hein, de 10 cm. C'est pas la constante de ressort, la constante de raideur du ressort, elle est là, c'est du premier degré, c'est pas du second degré. Hein.
Ce qui est du second degré, c'est la variation d'allongement, mais je vous dis, je gardais toujours le 10 cm. Donc c'est lui qui est mis au carré. Voilà, donc si vous mettez 1000 divisé par 2, vous avez communiqué 500 newtons, hein. 5 joules. Donc vous avez une force de 5 joules. 5 joules. Donc 5 joules, vous allez avoir MGH qui vaut 5 joules. Hein. Alors, on a 5 joules de MGH. En finalité, en point 1, on aura 5 joules. MGH, mais M c'est 1 kg, G c'est 10, H, MGH vaut 5 joules, MGH égale 5, vous faites 5 divisé par 10, ça fait 0,5, parce que G, j'ai pris 10, 5 dixièmes, c'est 0,5, c'est 50 cm. Vous voyez, on n'est plus à 25 de hauteur, mais 50 cm de hauteur. Donc la hauteur va dédoubler. C'est la hauteur qui dédouble. Mais c'est pas parce que la hauteur a dédoublé. Après, on a la trigonométrie, il faut faire attention à ça. Hein. Oui, mais c'est un sinus de 30. Sinus de 30, voilà, sinus de 30, ce sera toujours un demi. Donc là, il dédouble. Donc, pour 50 fois 2, on aura 100. Oui, tout sera chaque fois dédoublé parce qu'ils ont pris un sinus de 30. Le sinus de 30 dédouble à chaque fois le tout. Parce que sinus de 30, ça fait un demi. Donc, si vous prenez 25 cm de hauteur, donne 50 cm de pente. Alors, 50 cm de hauteur donne 100 cm de pente. Donc, le fait de dédoubler voilà, la constante de raideur du ressort, ben, vous montez à 1 mètre. Vous montez à 1 mètre. Dédoublé par rapport à ce qui est à l'énoncé, bien sûr. C'est-à-dire, l'énoncé, c'était 50 kg force par mètre. Voilà, je vous remercie.